On a parlé business, on a parlé également entreprise, formation et on va parler, pour terminer en beauté avec vous, Yannick Rimpala, on va parler intelligence artificielle et littérature. Revenir au cyberpunk pour mieux comprendre les défis liés à l'intelligence artificielle. Je rappelle que vous êtes écrivain, que vous êtes également directeur de l'équipe de recherche sur les mutations de l'Europe et de ses sociétés Hermès. Et vous avez sorti en 2021, vous avez fait paraître aux éditions Le Bélial, donc vous êtes l'auteur de Cyberpunk Noded, laboratoire d'un futur entre technocapitalisme et post-humanité. Tout un programme. On vous écoute avec beaucoup d'attention. Merci. Donc, je m'appelle en effet Yannick Rimpala, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université de Nice. Dans mes travaux récents, je me suis beaucoup intéressé à la science-fiction et comment la science-fiction pouvait permettre de retravailler des questions de sciences politiques. Puisqu'en sciences politiques, il y a plusieurs manières de procéder. Soit on fait des recherches de terrain ou des recherches empiriques avec des matériaux qu'on va travailler de manière similaire à ce qu'on fait dans la science sociale. Et puis en sciences politiques, il y a une autre branche qui est ce qu'on appelle la théorie politique, qui est assez proche de la philosophie politique, qui est une manière de réfléchir à des questions assez traditionnelles. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un bon gouvernement ? Qu'est-ce que c'est qu'une société juste ? Qu'est-ce que c'est que des rapports de pouvoir, concrètement ? Et ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est dans quelle mesure une littérature assez, on va dire, ancienne, puisqu'elle date d'il y a une trentaine d'années, permet de retravailler des questions qu'on ne pense pas forcément sur justement l'impact, les effets des intelligences artificielles, et notamment en termes de pouvoir, en termes de domination. Puisqu'une des grandes questions qui anime la Sciences Po, voilà, c'est l'évolution des rapports de pouvoir. Et pour le coup, introduire des entités nouvelles, artificielles, des machines dotées de capacités, voire de formes de conscience, puisque effectivement certains travaux, on peut l'imaginer, ont cette ambition, risque de bouleverser le fonctionnement du collectif et de perturber un certain nombre de rapports sociaux et justement de redistribuer des formes de pouvoir et de rapports de pouvoir. Alors, l'imaginaire niveau machine, en fait, il est ancien, il n'est pas récent. On peut trouver toute une tradition en SF qui aborde ces questions-là. Mais cet imaginaire a été renouvelé au début des années 80 donc par un courant qui s'appelle le cyberpunk. Alors effectivement, avant, on trouvait des robots dans la SF, chez Asimov classiquement, et j'y reviendrai. Mais un des intérêts du cyberpunk, c'est d'introduire une nouvelle catégorie d'entités, voilà, qui ne sont pas forcément matérialisées, qui sont présentes dans des espaces, notamment le cyberspace, et qui vont, pour le coup, avoir une influence sur la société qui est décrite dans ces romans. Alors, pour ceux qui ont vu un petit peu qui ont un petit peu de culture cinématographique, pour ceux qui ont vu Blade Runner, voilà, le cyberpunk, c'est un univers qui est très proche de Blade Runner. Donc c'est, pour le résumer avec la formule de Bruce Sterling, un des fameux auteurs du courant, c'est high-tech, donc technologie très avancée, et par contre c'est low life, c'est-à-dire une forme de déliquescence sociale. Voilà, c'est comme si la société s'était désagrégée de part en part. Voilà, comme si le progrès technologique s'était séparé du progrès social. Donc le progrès technologique a continué à avancer. Par contre, on a assisté à des formes de régression sociale, et notamment du fait de la domination d'un certain nombre d'acteurs qui sont les multinationales, donc les conglomérats, les Aibatsu, chez Louis Gibson, qui ont en quelque sorte pris le pouvoir. Voilà, et à tel point dominé la société qu'on a assisté à une forme de régression sociale généralisée. Donc c'est ce courant qui se développe au début des années 80, et notamment avec l'ouvrage assez fameux dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Neuromancien, qui est d'un auteur américain qui s'appelle William Gibson, qui est sorti en 1984 et qui a été une véritable révolution dans la littérature de science-fiction de l'époque. Auparavant, alors je force un peu le trait, mais auparavant, la science-fiction, c'était l'exploration spatiale, voilà, c'était la rencontre avec des entités extraterrestres sur des planètes éloignées. Voilà. Avec le cyberpunk, la science-fiction revient sur Terre, revient dans le concret des technologies, et ce qu'essaient de montrer ces auteurs, c'est l'impact des technologies sur les sociétés du moment. Et en l'occurrence, ce sont des technologies qui vont jusqu'à pénétrer les corps. Donc c'est la fameuse image des fiches qui sont enfichées pour le coup dans le cou. Si vous avez vu un film comme Matrix, The Matrix, Matrix est quasiment pompé sur le cyberpunk. Voilà. Et y compris jusque le terme. Matrix, en fait, c'est la manière de désigner chez Gibson le cyberespace, la matrice. Donc tout est quasiment l'esthétique, le cuir, les rebelles, la navigation dans un espèce d'espace éthéré qui serait nouveau. Voilà, c'est emprunté, massivement emprunté à la littérature cyberpunk.
Donc William Gibson, parmi les plus connus, vous trouverez aussi d'autres auteurs comme Bruce Sterling, je parlerai un petit peu aussi de Walter John Williams, par exemple, ou Rudy Rucker, pour les grands noms. Alors, moi, ce qui m'intéresse, comme je le disais, je suis politiste. Mes travaux, c'est de la science politique. C'est pas là d'où je viens, mais mes travaux récents s'intéressent à la science-fiction. Et ce qui m'intéresse dans la science-fiction, pour le dire avec des termes un petit peu techniques, c'est comment ces œuvres permettent de problématiser, pour le dire avec des grands mots. Des choses qui nous paraissaient évidentes, grâce au décalage spatial et temporel, peuvent nous devenir moins évidentes. Et un des intérêts de la SF, c'est de travailler des enjeux, de nous faire réfléchir sur un certain nombre d'enjeux. Prenez des romans classiques comme 1984 ou comme Le meilleur des mondes. 1984, c'est une manière de réfléchir à qu'est-ce que serait une société totalitaire et qu'est-ce que devient l'individu dans ce type de société. Le meilleur des mondes, mine de rien, dans les années 30, nous faisait déjà réfléchir sur la question du clonage. Voilà, quels sont les enjeux liés au clonage et qu'est-ce que ça change les capacités de reproduction de manière artificielle. Voilà, c'est ce que faisait Aldous Huxley dans son roman. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse dans la SF, c'est comment est-ce qu'elle permet à la fois d'explorer des futurs, de les anticiper, et de produire des formes de réflexion éthique et politique sur les enjeux, les conséquences de choix qui auraient été faits par les humains. Et comme je le résume assez fréquemment, la SF, en fait, c'est une éthique des conséquences. Elle nous incite à réfléchir aux conséquences de trajectoires technologiques, économiques, sociales, politiques, potentielles. Et qu'est-ce que fait le cyberpunk ? C'est nous amener de la même manière à réfléchir sur les effets d'une société qui serait complètement cybernétisée. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans une société dont les moindres éléments sont techniques ? Voilà, vous baignez en permanence dans la technique. Il y a une très belle phrase qui ouvre donc le premier roman de William Gibson, donc de romancien. Cette phrase, c'est, je vous la cite en français dans la première traduction, c'est « Le ciel au-dessus du port était couleur télé qui allait sur un émetteur hors service ». C'est une très belle phrase. Mine de rien, ce que vous dit cette phrase, c'est que dans ce type de société, la médiation principale avec votre environnement, c'est une médiation technique. Voilà. Le ciel n'est plus bleu, le ciel n'est plus azuréen comme chez nous. Voilà. La perception que vous avez de votre environnement, c'est une perception technique. Voilà. Et l'image qui est convoquée, la métaphore qui est convoquée, c'est une métaphore technique. Et juste pour vous dire que l'environnement a quasi disparu. Voilà. Tout est artifice, le monde est complètement artificialisé. D'autant plus que dans ce type de société, voilà, la dégradation de l'environnement a été poussée très loin. Et la seule forme de médiation qui vous reste avec l'environnement, c'est une médiation technique. Voilà. Et vous ne vivez qu'avec ce type de relation. Et à tel point que le protagoniste, voilà, dès qu'on le débranche, il est très malheureux. Voilà. Case, sa vie, le pirate informatique, le héros de Neuromancien, dès que vous le débranchez, il est perdu. Voilà. Et il peut se laisser mourir. Et d'autres protagonistes de ces romans peuvent se laisser mourir tellement ils sont malheureux dans le monde réel. Et ils préfèrent vivre dans ce monde artificiel. Donc des environnements hyper technicisés, et moi ce qui m'intéresse en tant que politiste, c'est qu'est-ce que ça change du point de vue du fonctionnement social, du point de vue des fonctionnements des collectifs. Qu'est-ce que ça change en termes de pouvoir ? Qu'est-ce que ça change dans les relations de domination, d'aliénation entre les individus ? Et le postulat que je fais, c'est qu'on peut prendre ces formes de littérature, ces œuvres comme des laboratoires. Voilà. Si on se pose la question, comment est-ce qu'on fait pour penser le futur ? Alors oui, on ne peut pas lire dans les boules de cristal. Par contre, il y a une manière de penser le futur qui est de revenir au laboratoire qu'ont quasiment fait pour nous les auteurs de SF et les producteurs de films, de jeux vidéo ou de bandes dessinées ou de comics, voilà, qui nous offrent en quelque sorte ce qu'on peut appeler des expériences de pensée qu'on n'a plus qu'à réemployer pour réfléchir à des questions assez traditionnel, somme toute. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire gouverner un collectif ? Qu'est-ce que ça veut dire faire fonctionner un collectif dans lequel il y a des entités nouvelles dont on reparlera, qui sont les intelligences artificielles. Et puis, moi, il y a une autre question qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de la régulation. Puisque je parlais de pouvoir, et ce que montrent bien ces œuvres de cyberpunk, c'est qu'il y a des entités qui prennent un pouvoir colossal, qui sont les multinationales, mais il y a aussi ces intelligences artificielles qui prennent elles-mêmes une forme de pouvoir. Et comme le montrent les romans, elles deviennent même capables d'agir sur les individus, de modifier leur comportement.
Et après tout, qu'est-ce que font les algorithmes ou certains algorithmes? C'est presque ça. Hein, voilà. Ces algorithmes essayent d'influencer nos comportements pour nous pousser, en général, à acheter certains produits qui sont vendus par ces mêmes multinationales que nous connaissons bien. Voilà. Donc, mine de rien, vous aviez déjà en 84, dans ces romans-là, des formes de réflexion sur les manipulations qui étaient déjà potentiellement envisageables par le biais de ces entités artificielles que sont les machines très avancées qui étaient décrites dans ce roman. Alors, je vous propose un plan en deux parties, parce que je suis universitaire, donc c'est forcément un plan en deux parties. Ouais, rassurez-vous, ça va bien se passer, hein, c'est pas un cours. On est juste là pour réfléchir ensemble sur des enjeux importants malgré tout, puisque l'idée que je défends, c'est que la SF, c'est pas seulement de l'évasion. Voilà, la SF, la science-fiction, peut véritablement nous aider à réfléchir sur des enjeux lourds. Et ce qu'on va aborder ensemble, c'est vraiment des enjeux lourds. Voilà. Qu'est-ce que ça change des entités, alors peut-être pas pensantes dans l'état d'aujourd'hui, mais qui ont des comportements autonomes et qui peuvent influer sur le fonctionnement du collectif. Voilà. Vous avez tous entendu parler de manipulation dans les élections, par le biais de bots sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est typiquement ce que peuvent faire des entités artificielles dans notre monde d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas des enjeux anodins, c'est vraiment des enjeux lourds. Donc on va revenir là-dessus. Donc, comme je suppose que tout le monde n'est pas familier du cyberpunk, on va refaire un petit parcours dans ces œuvres. Et je vais vous représenter certains traits, certaines caractéristiques majeures de ces œuvres. Alors, le type d'entité qu'on y voit, majoritairement, c'est ce qu'on peut appeler des IA fortes. Donc je suppose que tout le monde ici est familier des distinctions entre IA forte et IA faible. Majoritairement, dans ces écrits, ce qu'on voit, c'est des intelligences artificielles générales, des IA fortes. Donc des entités qui sont dotées d'une forme de réflexion, de conscience, qui est quasiment analogue à celle des humains. Voilà, elles ont des formes de pensée, des formes d'émotion, qui, dans leur fonctionnement, ne sont pas très éloignées des humains. Et on va découvrir donc dans le ressort du récit neuromancien que donc il y a deux entités, deux intelligences artificielles qui essayent de se réunir. Puisqu'en gros le postulat qui est fait dans Neuromancien et d'autres œuvres du cyberpunk, c'est qu'il ne faut pas laisser aller trop loin ces intelligences artificielles. Voilà, si elles ont un degré d'intelligence qui est trop développé, ça serait potentiellement trop dangereux pour les humains. Et donc le choix qui a été fait dans cette société, c'est d'interdire qu'elles puissent être poussées trop loin. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On les sépare. Voilà, donc on les dissocie pour éviter que leur pouvoir soit trop important. Et il y a même une police qui est censée surveiller ça, qui s'appelle la police de Turing. Donc si Turing vous rappelle quelque chose, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que c'est forcément inspiré de Alan Turing. Il y a un petit clin d'œil qui est pas anodin. Et donc le travail de cette police de Turing, donc c'est à la fois d'enregistrer ces IA dans un registre pour qu'elles soient répertoriées, mais aussi surveiller que ces IA ne dépassent pas le niveau d'intelligence qui est prescrit dans ce type de société. Donc il y a un classement en quelque sorte, un registre, et aucune IA n'est censée dépasser ce niveau. Et donc c'est la police de Turing qui fait ce travail. Alors, sauf que donc il y a une entité qui a été créée par une grande multinationale qui s'appelle TCH Pool dans le roman, qui veut se réunir à nouveau avec son petit collègue. Donc cette entité s'appelle Wintermute, Muet d'hiver. Et donc Muet d'hiver va embaucher un hacker très génial pour justement travailler à son rapprochement avec son alter ego en quelque sorte, qui est neuromancien. Donc il y a une petite équipe qui va être constituée autour de ce hacker pour permettre de à la fois pirater des données et puis récupérer aussi un certain nombre de codes et d'éléments de registre, donc dans une espèce de base de cette famille TCH Pool, donc pour qu'elle puisse atteindre ce niveau de développement qu'elle souhaite atteindre, cette entité. Puisque je le rappelle, l'autonomie des IA dans cette société, c'est véritablement ce qui est craint. Voilà, il y a cette espèce d'angoisse que travaillait déjà cette littérature à l'époque, l'anxiété qu'un jour, une entité artificielle puisse dépasser le potentiel et la capacité des humains. Et sans qu'on le sache, de surcroît, parce que c'est ce qui est décrit dans le... Et c'est pas une question qui est de pure spéculation, puisque comme on le sait, il y a ce type de tentative qui parfois est envisagée. Alors, dans le roman aussi, pour vous expliquer à quoi elles servent, ces IA, elles servent notamment à protéger les stocks de données. Alors, le cyberpunk a vu beaucoup de choses.
moi j'invite fréquemment à les relire parce qu'il y a beaucoup de fulgurances dans le cyberpunk, et y compris la fulgurance d'une guerre avec la Russie, dans laquelle des hackers sont embauchés pour faire des cyberattaques contre la Russie. 84. Donc c'est une opération de 3 semaines qui est décrite, où on voit effectivement à la fois une attaque terrestre et une attaque cyber pour... voilà. De manière très allusive, mais il y a des formes de résonance. Ah, oui, enfin voilà, c'est 3 idées par page dans ces romans. C'est véritablement des auteurs qui sont très très forts. Donc les IA, disais-je, elles servent notamment à protéger des données, puisque le cyberespace sert surtout à ça, à stocker des données de ces multinationales, et on peut s'y balader, explorer. Le cyberpunk n'avait pas vu la forte colonisation commerciale qu'allait subir Internet, mais d'autres auteurs le feront ensuite. Voilà. Un monsieur qui s'appelle Neil Stephenson, qui est l'inventeur du terme de métaverse. Voilà, vous le lisez, Samouraï virtuel. Il décrit déjà une forme de colonisation commerciale du cyberespace, avec quasiment des enclaves territoriales dans lesquelles les grandes multinationales se réservent la domination de ce cyberespace. Donc des IA qui servent surtout à protéger les données et qui sont capables de produire des systèmes de défense. Ça s'appelle la glace dans le cyberpunk. Donc glace, c'est un acronyme, et ça veut dire que voilà, c'est ces espèces de barrières qui sont créées autour des stocks de données pour empêcher qu'on les pénètre. Ce qui est intéressant, disant ces œuvres, c'est de montrer comment elles vivent, ces intelligences artificielles. Et en l'occurrence, elles sont autonomes, mais elles doivent aussi trouver des moyens de communiquer. Alors, je ne vais pas vous faire les débats de sciences sociales sur les théories de la communication, mais en gros, une question qu'on peut se poser, c'est comment une entité qui n'est pas humaine communique, et comment des humains communiquent potentiellement avec des non-humains. Et qu'est-ce que ça change dans les rapports entre ces entités de communiquer quand on est ou quand on sait que ce qu'on a face à soi n'est pas humain. Voilà. Dit comme ça paraît abstrait. Voilà, mais vous avez sans doute tous communiqué avec des bots sur Internet, voilà, et ça change forcément les modes de communication. Et c'était déjà une question qui était travaillée dans le cyberpunk, puisque une entité artificielle doit forcément trouver des moyens de communiquer. Et en l'occurrence, qu'est-ce que fait Muet d'hiver dans Neuromancien ? Elle va carrément aller jusqu'à coloniser certains esprits et à les transformer en marionnettes, quasiment. Donc il y a un ancien militaire, par exemple, dans le roman, dont la personnalité a été très fragilisée à cause de ses opérations en Russie, et qui va être colonisé en quelque sorte par Muet d'hiver, voilà, et transformé en marionnette pour recruter l'équipe qui va servir à hacker la base finale. Très intéressant sur comment est-ce qu'on fait pour communiquer avec des interlocuteurs. Ce que montre aussi, et j'y reviendrai dans la deuxième partie, ce que soulève aussi comme enjeu très fort le cyberpunk, c'est les origines potentiellement troubles de ces entités artificielles. En l'occurrence, une origine qui est essentiellement économique, qui vient d'intérêts privés. Un des coups de génie, à mon avis, du cyberpunk, c'est d'avoir vu 30 ans à l'avance la forme de couplage qui est en train de se faire entre un type particulier de système économique, qui est le capitalisme, pour le dire à très gros traits, et l'utilisation de technologies très avancées qui viennent se coupler au capitalisme. Voilà, avec un nouveau stade du développement économique qui n'aurait sans doute pas eu lieu sans ce niveau de cybernétisation généralisée. C'est le coup de génie, quoi. Avoir déjà envisagé une forme de capitalisme cybernétisé qui est le monde dans lequel on est en train de rentrer. Voilà, ce que j'ai appelé moi technocapitalisme, voilà, qui est décrit pour le coup dans le cyberpunk. Et c'est là où on revient à la science politique et au rapport de pouvoir, que des entités artificielles soient majoritairement déployées, développées par des intérêts privés et non pas des intérêts publics et des intérêts citoyens, vous imaginez forcément que ça change des choses assez importantes dans les rapports de pouvoir. Voilà. Qui les maîtrise dans leur fabrication, ces entités ? Qui sait comment ça marche ? Qui sait comment elles se déploient ? C'est pas les États, ou c'est pas majoritairement les États, et c'est pas les citoyens a fortiori. Le citoyen est complètement largué sur ces questions-là. Donc c'est des intérêts privés. Voilà. Et que les intérêts privés soient prévalents dans la maîtrise et le développement de ces technologies, ça change. C'est forcément une question politique. Et à laquelle on devrait se préoccuper davantage, à mon avis, et réfléchir à des enjeux de régulation. Ce que ça change aussi, alors je le dis très rapidement, c'est la nature de la firme. Un des autres coups de génie du cyberpunk, c'est avoir montré ce que le recours à ces IA changeait dans le fonctionnement des firmes. Et en l'occurrence, la TCH Pool, pourquoi est-ce qu'elle a créé ces intelligences artificielles ? Pour
devenir en quelque sorte immortels. C'est l'espèce d'ambition que vous voyez actuellement dans la Silicon Valley. Hein. À quoi rêvent les milliardaires une fois qu'ils ont acquis leur fortune? Leur rêve ultime, c'est l'immortalité. Et c'est ce qu'ont atteint les riches des mondes cyberpunk. Et les IA leur servent à gérer leurs entreprises, pendant que eux se mettent en cryogénie pour atteindre une espèce d'immortalité. Et mine de rien, voilà, quand vous lisez, quand vous vous intéressez à ce que fait Calico, hein, la filiale de Google, c'est ça, quoi. C'est voilà, cette espèce d'ambition de l'immortalité qui, à nouveau, était présente aussi dans le cyberpunk. Et avec, pour le coup, voilà, la démonstration que les humains sont éminemment fragiles. Voilà, c'est presque des fétus de paille hein, qui sont baladés dans ce type de monde. Voilà. Ils deviennent très fragiles et manipulables, très facilement manipulables par ces entités. Alors, je n'ai pas regardé le temps, je ne sais plus à quel... Encore 10 minutes, c'est ça? Ok. Alors, le point commun de ces visions, et je vais terminer là avec la présentation de la littérature, c'est de nous montrer véritablement que ces technologies sont de nature différente. Comme je le disais en introduction, ce ne sont pas des technologies anodines. Et pour le dire avec un terme un peu pompeux de philosophie, l'ontologie de ces entités, l'ontologie de ces machines, elle est complètement différente. Ce ne sont plus les mêmes machines que celles qu'on a connues au 19e et 20e siècle. Voilà, leur capacité d'action, leur agency, comme on dirait en anglais, est de nature complètement différente. Elles sont capables d'intervenir sur leur environnement, à la différence des machines qu'on a connues traditionnellement dans les usines et qui, pour le coup, n'avaient pas d'autonomie. Donc, certes, pour le coup, les IA actuellement ne pensent pas. Par contre, elles ont des formes d'autonomie et des formes d'action sur leur environnement qui en changent complètement et fondamentalement la nature. Et c'est ce que nous montrait déjà, de manière anticipatrice, le cyberpunk. Avec donc des enjeux que je signalais, hein, de domination, d'aliénation, mais aussi potentiellement de dépossession. Voilà, ce que nous décrit le cyberpunk, et c'est ce qui nous pend au nez à certains égards, c'est une forme de dépossession de nos capacités humaines par ces machines et ces entités intelligentes. Donc voilà pour le dire à très très gros traits, hein, pour aller très vite. Et je vous invite vraiment à lire ces romans qui sont vraiment fabuleux en termes de... Alors, c'est pas facile pour y rentrer, c'est un style particulier. On ne vous explique rien, hein. Vous êtes bombardé dans cet univers, il n'y a pas d'explication, c'est à vous de vous débrouiller. Par contre, dans ce que ça fait cogiter, moi j'aime beaucoup. Ma deuxième partie sera un peu plus, j'allais dire, théorique. On va monter en généralité, on va faire pour le coup un peu plus de sciences politiques. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est dans quelle mesure donc, sont activées toute une série de questions, et notamment des questions sur les tentatives de contrôle et de régulation. Voilà. Quand on est face à ces entités, comment est-ce qu'on fait pour les maintenir dans des marges de contrôle et comment est-ce qu'on fait pour envisager des formes de régulation par rapport à ce qu'elles peuvent faire. Donc c'est évidemment toute une série de questions éthiques. Hein. Alors, je me suis un peu baladé sur le site. Voilà, j'ai vu quelques entreprises qui proposent ce type de réflexion. Donc, vous le savez peut-être, il y a des réflexions éthiques très poussées qui généralement essayent de travailler, ou en tout cas qui convergent vers 5 principes qui seraient à mettre en œuvre pour conserver des formes de maîtrise sur ces entités. Donc je les cite à très gros traits. Hein. C'est transparence, justice et équité. Non malfaisante, donc ne pas faire de mal, responsabilité et respect de la vie privée. Donc en gros, voilà, les réflexions éthiques tournent autour de ces 5 principes. Et l'intérêt de la littérature cyberpunk, c'est de vous montrer la fragilité de ces principes. Donc ces principes sont très beaux sur le papier, sauf que la question c'est comment est-ce qu'ils marchent dans le concret. Alors aujourd'hui, on n'est pas encore à un stade très avancé. Par contre, grâce à ce laboratoire que je vous décrivais auparavant, vous avez une manière d'illustrer toutes les formes de défaillance, de déficit, de lacunes qu'ont ces principes. En termes de transparence, en termes de justice, en termes de respect de la vie privée, voilà, en termes d'équité, en termes de non-malfaisance, tout cela est balayé. En tout cas, la littérature de cyberpunk nous montre comment tout cela est facilement balayé. Je pense vous connaissez sans doute tous Asimov, et ces 3 lois de la robotique, donc les fameuses 3 lois de la robotique qui sont fréquemment utilisées parmi les gens qui réfléchissent aux IA. Donc je les cite. Hein. Un robot ne peut porter ni atteinte à un être humain, ni restant passif laisser cet être humain exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Voilà, ces 3 lois, quand vous regardez Cyberpunk, elles ne tiennent pas.
Pourquoi? Parce que par exemple dans Neuromancien, l'IA que je décrivais auparavant, pour prendre en gros son autonomie, elle ne va pas hésiter à hacker des robots pour tuer d'autres êtres humains. Donc une des lois de la robotique qui postule qu'une entité artificielle ne doit pas tuer, voilà, elle ne marche pas. Hein, voilà. Peut-être avez-vous entendu parler des réflexions sur les robots tueurs, tels que ceux que la Corée envisage de développer et de déployer à sa frontière. Voilà. On pourrait tout à fait imaginer, enfin c'est plus que l'imagination, hein, que des drones ou que des robots tueurs soient dotés de formes de fonctionnement autonome pour tuer, voilà, sans avoir besoin de passer par un commandement humain. On n'est plus tout à fait dans la science-fiction. Hein. Donc les 3 lois de la robotique d'Asimov existent. Donc la question importante, une des questions importantes, c'est la question de leur contrôle. Il y a, à mon sens, 3 facteurs cruciaux qui grèvent cette question du contrôle. Je vous les cite à très gros traits, puisque le temps passe très très vite. Une première difficulté, ce sont les asymétries de pouvoir. Une deuxième difficulté sur laquelle je reviendrai, c'est le type de mode d'existence des intelligences artificielles. Et puis la troisième difficulté, c'est le débordement des capacités de régulation. Voilà. Quelles capacités de régulation sont disponibles dans une société pour encadrer ces intelligences artificielles? Je vais très vite sur les 3. Asymétrie de pouvoir, oui, parce que effectivement, je parlais des intérêts privés et des multinationales tout à l'heure. Qui détient la maîtrise de ces technologies? Dans nos sociétés, c'est majoritairement des multinationales. Voilà, le contrôle citoyen, le contrôle politique, le contrôle étatique, sur ces questions-là, je le dis avec des gros guillemets, hein, il est presque à la ramasse. Voilà, la capacité à encadrer les évolutions qui sont en cours, qui sont très rapides, elles sont largement en dehors de la main. Voilà. Les États, même s'ils font beaucoup d'efforts, ont sérieusement un retard à rattraper. Donc il y a une tendance oligopolistique et pour le coup des grosses asymétries de pouvoir qui rendent, à mon sens, ou en tout cas c'est ce que montre le cyberpunk, hein, qui rendent assez illusoires les capacités de contrôle étatique et de régulation. Et a fortiori, dans une tendance actuelle qui est au retrait de l'État. Voilà, nous sommes dans une époque où les idées qui sont mises en avant, c'est plutôt des idées en faveur d'un retrait de l'État. Donc comment garder la main sur ces enjeux techniques à un moment où les idées dominantes poussent à un retrait de l'État. Voilà, d'où les asymétries de pouvoir. La deuxième difficulté, je parlais de mode d'existence, c'est toute l'opacité qui entoure le fonctionnement de ces entités. Qui sait comment marche un algorithme? Pas grand monde. Hein. Qui a eu la... Donc ici, forcément, il y a beaucoup de gens qui savent comment ça marche, un algorithme, mais qui sait coder, qui a une idée, une vague idée hein, de ce à quoi ça ressemble un algorithme? Quasiment personne. Hein. Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait pour garder une maîtrise sur quelque chose qui est majoritairement perçu comme opaque? Vous interrogez la majorité de nos concitoyens, personne n'a idée qu'en se baladant sur Internet, ils rencontrent des entités qui ont des comportements autonomes. Voilà, et ils ne le savent même pas. Voilà. Qui sait que lorsqu'il va sur Amazon, sur Facebook, sur Twitter, voilà, il rencontre des bots ou des algorithmes qui essayent de le manipuler? Personne, quasiment personne, n'a ce type d'idée. Avez-vous entendu parler de technologie pendant cette campagne présidentielle? Avez-vous entendu parler d'IA? Non, absolument pas. Là non plus. Voilà. Alors pourtant, voilà, il est fort probable que ce soit un des enjeux du futur. Donc forcément, quand on ne connaît pas l'existence de quelque chose, quand on ne sait pas que ce quelque chose est présent, forcément, on ne s'y intéresse pas et on n'est pas capable de réguler ce quelque chose. Voilà, l'opacité, elle est quasi totale. Alors, une manière de s'en sortir, par laquelle s'en sont sortis les auteurs cyberpunk, c'est donc créer des registres, donc obliger d'enregistrer ces entités dans des registres. Donc, je ne sais pas si vous le savez, il y a quelques villes qui ont tenté ce genre de choses. Il y a Helsinki, en Finlande, il y a Amsterdam qui a tenté ce genre de choses. Alors, pas tout à fait des obligations, mais inciter très fortement les entreprises qui développent des algorithmes, et notamment des algorithmes qui ont une utilité publique et un intérêt général, à faire en sorte que ces algorithmes soient enregistrés. De sorte que le citoyen, s'il est sur une plateforme par exemple, et qu'il rencontre ce type d'algorithme, voilà, il sait que potentiellement, c'est pas un interlocuteur humain avec qui il sera en affaires, en quelque sorte, mais c'est un algorithme. Mais au moins, il le sait. Voilà, tandis qu'actuellement, on ne sait pas avec qui on discute. Est-ce que c'est un bot? Est-ce que c'est pas un bot? Voilà, on peut le deviner, mais pas forcément. Troisième enjeu, pour en terminer avec les questions de sciences politiques, c'est les capacités de régulation dont je disais auparavant qu'effectivement, elles sont majoritairement débordées aujourd'hui. Voilà, on peut faire l'hypothèse, hein, qui est plus qu'une hypothèse, qu'il y a encore beaucoup de retard à rattraper
pour que les autorités publiques ne soient pas débordées justement et gardent la main sur ces enjeux-là. Ça va être un gros effort à faire. Notez bien que dans Neuromancien, le choix qui a été fait, c'est une police, c'est pas une agence de régulation. En termes de capacité d'intervention, c'est pas la même chose. Donc police, ça veut dire pouvoir d'enquête, et ça veut dire une forme de responsabilité qui est plus importante. Voilà, il y a un côté quasiment criminel, c'est des criminels qu'on va surveiller, et en tout cas c'est des gens qui on ne fait pas confiance. Aujourd'hui, la tendance qui est là aussi prévalente, c'est la tendance à l'autorégulation. On fait confiance aux intérêts privés, aux multinationales, comme si elles étaient nécessairement animées par le bien. Voilà, moi je suis politiste, j'ai tendance spontanément à me méfier des acteurs qui me disent voilà, ma motivation c'est uniquement le bien. On sait que ça n'est jamais le cas. Voilà, il y a toujours des intérêts particuliers. L'intérêt général, c'est quelque chose qui existe, certes, effectivement. Par contre, il peut y avoir des intérêts personnels, privés, qui ne sont pas forcément les intérêts de la collectivité. Donc c'est une vraie question. Donc ça suppose des pouvoirs de police, ça suppose de pouvoir repérer ces entités, ça suppose aussi de pouvoir repérer quand elles deviennent trop intelligentes. Et comme le dit un auteur d'un roman ultérieur, qui n'est pas tout à fait dans le courant cyberpunk, mais qui peut s'en rapprocher à certains égards, si vous avez une entité intelligente qui est suffisamment intelligente, elle peut aussi être suffisamment intelligente pour faire croire qu'elle n'est pas intelligente. Voilà, si une entité est capable de passer le test de Turing, elle est aussi potentiellement capable de faire croire qu'elle n'a pas atteint le degré suffisant d'intelligence et de passer en dessous les radars, en quelque sorte. Vous voyez un petit peu le twist. Donc il est fort possible qu'un jour, une entité devienne intelligente, mais qu'elle se dise « Ouais, si je me montre comme étant intelligente, on risque de me faire comme dans Terminator et vouloir me supprimer. Donc je vais passer en dessous des radars et garder mon intelligence pour moi, et éventuellement faire ma petite vie. » Voilà, hypothèse de SF, hein, mais moi j'aime bien m'amuser avec des hypothèses très spéculatives. Mais pourquoi pas. Donc voilà, quelques mots de conclusion. Donc j'espère vous avoir montré que la SF peut avoir un intérêt. C'est aussi quelque chose de distrayant, certes, mais ça peut nous aider à réfléchir. Vous avez à disposition des fabuleux laboratoires qui vous fournissent des hypothèses clés en main, des scénarios clés en main, qui permettent de repérer des enjeux. Et grâce à ces enjeux, vous pouvez réaccrocher des vraies questions de sciences politiques, de théorie politique, et pas seulement, d'éthique, et vous aider à réfléchir sur ces enjeux-là. Voilà. N'aurions-nous pas intérêt à faire des IA open source, par exemple, pour que chaque citoyen puisse savoir comment ça marche, et puis vérifier effectivement qu'il n'y a pas des tentatives de manipulation qui sont faites à travers ces entités. Voilà. Et je renvoie évidemment à mon livre Cyberpunk Not Dead, aux éditions Le Bélial, sorti en 2021. C'était la séquence auto-promo dans laquelle vous pourrez voir développer ces idées que j'ai exposées à très gros traits. Merci beaucoup. Yannick, on peut vous applaudir. Yannick Rumpala, donc, pour nous avoir parlé de science-fiction et d'intelligence artificielle. Merci, vraiment, c'était passionnant.